Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se transformer en véritable détective scientifique pour mener l'enquête sur l'un des plus grands mystères qui soit. Qu'est-ce qu'il y a vraiment sous nos pieds, tout au fond, au centre de la Terre? Alors on part d'un problème qui semble insoluble, on ne peut pas y aller. C'est beaucoup trop profond, beaucoup trop chaud. Donc la grande question, la problématique qui va nous guider, c'est comment faire pour connaître la structure de notre planète sans pouvoir la voir directement. Pour que tu te rendes bien compte de l'ampleur du défi, regarde cette image. À gauche, c'est le forage le plus profond que l'humanité ait jamais creusé. On a atteint 12 petits kilomètres. À côté, le rayon de la Terre, c'est plus de 6300 kilomètres. Autant dire que notre forage, c'est une toute petite égratignure à la surface d'une pomme. L'exploration directe est donc impossible. Alors, pour résoudre cette énigme, voilà le plan de route de notre enquête. On va commencer par les indices qu'on peut trouver en surface. Ensuite, on verra comment on peut écouter l'intérieur de la Terre. Puis, on assemblera le puzzle, couche par couche. On découvrira que la Terre est une immense machine thermique. Et enfin, on fera la synthèse de tout ce qu'il faut absolument retenir pour le bac. C'est parti! Allez, première étape. Comme dans toute bonne enquête policière, on commence par examiner la scène du crime, c'est-à-dire ce qu'on a juste sous les yeux, les roches de la surface. Et là, premier indice majeur, il n'y a pas une croûte terrestre, mais deux. La croûte qui forme les continents est majoritairement composée de granit. Elle est relativement épaisse et peu dense. En revanche, la croûte qui forme le plancher des océans, elle, est faite de basalte et de gabbro. Elle est plus fine, mais surtout, elle est plus dense. Et si on met l'œil au microscope, cette différence est encore plus flagrante. On ne voit pas du tout les mêmes minéraux, ce ne sont pas les mêmes cristaux, et ça c'est un indice capital. Pourquoi? Parce que ça nous dit que ces deux croûtes ne se sont pas formées de la même manière, qu'elles ont des histoires géologiques complètement différentes. Bon, on a des indices en surface, c'est un bon début. Mais tu te doutes bien que ça ne suffit pas pour savoir ce qui se passe à 5000 km de profondeur. Il nous faut une méthode indirecte, un outil capable de sonder les profondeurs de la planète. Et cet outil, c'est un peu comme si on faisait une échographie géante de la Terre. L'idée, c'est d'utiliser l'énergie des tremblements de terre. Cette énergie se propage dans toutes les directions sous forme d'ondes, ce sont les fameuses ondes sismiques. Alors, parmi ces ondes, il y en a deux qui vont devenir nos espions, nos messagers des profondeurs. D'abord, les ondes P, comme première ou plus rapide. Elles compriment et dilatent la roche sur leur passage, un peu comme un accordéon. Ensuite, les ondes S, comme seconde ou plus lente. Elles font vibrer la roche de haut en bas, perpendiculairement à leur chemin, comme quand on secoue une corde. Ok, on a nos messagers. Maintenant, le plus important, c'est de savoir décrypter leurs messages. Comment est-ce qu'on lit ce qu'elles nous racontent sur leur voyage à travers la Terre? Eh bien, en enregistrant des milliers de séismes partout sur le globe, les scientifiques ont pu construire ce graphique, le modèle PREM. Il montre comment la vitesse des ondes P et S varie avec la profondeur. Et regarde bien, cette vitesse, elle n'augmente pas tranquillement. Non, elle fait des sauts brutaux, des accélérations soudaines à des profondeurs bien précises. Chacun de ces sauts, c'est un signal qui nous dit « Attention, je viens de changer de milieu, de changer de couche de roche ». Mais la découverte la plus spectaculaire, le vrai moment Eureka, ne vient pas de ce que les ondes font, mais de ce que les ondes S sont incapables de faire. Il se trouve que les ondes S, de par leur nature, ne peuvent absolument pas se propager dans un liquide. Et qu'est-ce que les sismologues ont remarqué? Qu'il existe une immense zone de l'autre côté du globe par rapport à un séisme où on ne reçoit jamais d'ondes S. C'est la fameuse zone d'ombre. La conclusion est alors inévitable et géniale. Il doit y avoir une énorme sphère liquide au cœur de la planète qui bloque leur passage. On venait de découvrir le noyau externe liquide. Alors, on a notre structure en couche, c'est super. Mais est-ce que c'est un empilement froid, statique, comme un millefeuille? Pas du tout. En réalité, l'intérieur de la Terre est incroyablement dynamique. En fait, la Terre est une gigantesque machine thermique. Plus on descend en profondeur, plus la température grimpe en flèche. C'est ce qu'on appelle le gradient géothermique. On atteint des températures hallucinantes, plus de 5000 degrés au centre. C'est cette chaleur interne qui est le véritable moteur de la planète. Et cette chaleur, elle cherche en permanence à s'échapper vers la surface. Pour ça, elle utilise deux moyens. Dans les couches solides et rigides, c'est la conduction. La chaleur se propage de proche en proche, sans déplacement de matière. Mais dans les couches plus molles ou liquides, comme le manteau et le noyau externe, c'est la convection. Là, c'est la matière chaude elle-même qui se met en mouvement. Elle monte, se refroidit en surface, puis replonge. Un peu comme l'eau qui bout dans une casserole. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on arrive à voir ces mouvements de convection grâce à une technique appelée la tomographie sismique. C'est un véritable scanner de l'intérieur de la Terre. Les zones bleues, ce sont des zones plus froides et denses où la matière plonge. Les zones rouges, ce sont des zones chaudes et moins denses où la matière remonte. On voit littéralement la Terre respirer.
Bon, notre enquête est terminée, on a rassemblé toutes les pièces du puzzle, maintenant il faut organiser tout ça pour que ce soit clair, net et précis, exactement comme ce qui est attendu pour le baccalauréat. Voilà le schéma bilan, la synthèse finale. On y retrouve tout ce qu'on a découvert, les différentes couches, leur état physique, solide ou liquide, leur composition et les mécanismes de transfert de chaleur qui les animent. C'est ce modèle, fruit du croisement des données sismiques et thermiques, qu'il faut avoir parfaitement en tête. Pour décrire ce modèle avec précision, il te faut maîtriser le vocabulaire scientifique. Ce sont les mots-clés incontournables. Lithosphère, asténosphère, les fameuses discontinuités qui marquent les changements de couche, les concepts de conduction, convection, gradient géothermique. Il est crucial de savoir définir et utiliser chacun de ces termes correctement. Et attention, pour le bac, il ne suffit pas de réciter des connaissances. On va évaluer ta capacité à raisonner comme un scientifique. Ça veut dire quoi? Savoir lire un graphique comme le PRMM et en tirer des informations. Savoir expliquer comment une zone d'ombre nous prouve l'existence du noyau liquide. Savoir faire le lien entre la chaleur interne et les mouvements de matière. Bref, être capable de construire une argumentation structurée à partir de documents. Et pour finir, une question pour ouvrir la réflexion. Cette structure interne qu'on vient de décrire, ne la voyons pas comme quelque chose de figé dans le temps. Ce moteur thermique est toujours en activité, la convection continue, ce qui signifie que notre planète est en constante évolution. Une évolution qui façonne les paysages, provoque les séismes et le volcanisme que l'on connaît en surface. Voilà, j'espère que ce voyage au centre de la Terre t'a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à partager cette ressource à tes camarades. Bon courage pour tes révisions.